L'été dernier, je m'étais donné un défi, faire le Tour de France en TER. Les 9 jours de voyage se sont super bien passés, à part un truc, une panne électrique à Toulouse qui a un peu chamboulé mon itinéraire. Finalement, ils n'ont pas trouvé d'hôtel, donc on va dormir dans des rames de TGV. Je pensais pas que ça se terminerait comme ça cette journée, franchement. A la base, j'avais donc prévu d'aller de Toulouse à Narbonne via la Tour de Carol et Perpignan. Mais à cause du retard, j'ai été obligé de couper par Carcassonne. Et j'ai été un peu déçu parce que je savais que les lignes que j'évitais faisaient partie des plus impressionnantes du voyage. Et en particulier la ligne de Cerdagne et son fameux train jaune. La tentation était trop forte. Un mois après mon Tour de France, me voilà donc reparti, cette fois direction les Pyrénées, histoire de finir mon voyage une bonne fois pour toutes. Allez Marcel, dans les Pyrénées, pour faire une montagne. Pas grand chose à dire sur le trajet jusqu'à Montpellier. Ça va vite, mais le paysage est pas exceptionnel. C'est seulement une fois la ligne à grande vitesse quittée que les alentours deviennent plus intéressants. On a d'abord le passage entre l'étang de Thau et la Méditerranée, mais c'est surtout le trajet entre Narbonne et Perpignan qui m'a impressionné. À ce moment-là, le train se transforme en bateau. De la fenêtre, on ne voit quasiment plus que des lacs ou directement la mer. Arrivé à Perpignan et après une rapide correspondance, me voilà reparti pour Prades, à bord de mon train préféré, l'AGC. La ligne que j'emprunte, qui relie Perpignan à Villefranche-de-Conflans, est tristement célèbre pour un accident survenu en 2017, sur un passage à niveau près de Milas. La ligne sera maintenue fermée pendant plus de 2 ans, et les travaux de rénovation retarderont la réouverture d'un premier tronçon jusqu'en mai 2020. La deuxième partie de la ligne, jusqu'à Prades, est ouverte le 31 août, soit la veille de mon voyage. Et les TER peuvent enfin rejoindre Villefranche depuis novembre 2020. Mais mon train s'arrêtait à Prades, et j'y ai passé la nuit. Le lendemain, c'est donc un car qui m'emmène jusqu'à la gare de Villefranche-Vernay-les-Bains, qui constitue le terminus est du train jaune. Une fois mon billet acheté au guichet, je me dirige vers la seule rame à quai. J'ai de la chance, il reste quelques places dans le wagon découvert, sûrement grâce au froid matinal. Ce wagon, c'est une des nombreuses particularités du train jaune. J'en parlerai en détail un peu plus tard. D'abord, c'est le départ. Et déjà après quelques minutes, on commence à découvrir les hauteurs pyrénéennes. L'absence de toit au-dessus de nos têtes nous offre en plus un panorama incroyable. C'était plutôt perturbant au début, je vous avoue, mais on reste bien sûr en sécurité. On n'ira jamais à plus de 50 km/h de toute façon. Quand je parle du train jaune, je fais en fait référence à la ligne de Cerdagne, sur laquelle circulent ces fameuses rames couleur canari. La ligne en elle-même relie les gares de Villefranche-Vernay-les-Bains à la Tour de Carol en Vetch via 63 km de voies uniques électrifiées. Avec un trajet complet d'un peu moins de 3 heures en temps normal, on comprend que le train jaune soit majoritairement à vocation touristique, et pas seulement pour ses paysages. Le train en lui-même est déjà une pièce de musée. C'est tout simplement le plus ancien matériel roulant encore exploité par la SNCF. Les premiers éléments ont aujourd'hui plus de 110 ans. Il a bien sûr été rénové 2 fois dans les années 60 et 80, mais son confort est resté très rudimentaire. Pas de chauffage, encore moins de climatisation, et pour les toilettes, ce sera uniquement en gare. Mais justement, le problème c'est que les touristes ne sont pas les seuls usagers de la ligne. Et oui, mine de rien, c'est une ligne SNCF comme les autres. Et via une correspondance à ces gares terminus, elle permet de rejoindre Perpignan, Toulouse ou même Paris via les trains de nuit. C'est donc une liaison vraiment utile localement. C'est pour ça que depuis 2004, 2 nouvelles rames viennent épauler les trains déjà centenaires. Elles apportent un bien meilleur confort, avec du chauffage et des toilettes. Et tant pis pour l'aspect historique. D'ailleurs, tout le matériel roulant du train jaune, dont ces nouvelles rames, sont uniques à cette ligne. Pour une raison finalement assez simple, l'écartement des rails. Alors que le standard en France et globalement en Europe est de 1435 mm entre les 2 rails, la ligne de Cerdagne a un écartement plus réduit, d'1 mètre seulement, ce qui confine naturellement les rames couleur canari à la seule ligne pyrénéenne. Cet écartement réduit était choisi en France à l'époque pour les lignes locales, mais aussi pour les voies ferrées en montagne, moins chères et plus simples à construire ainsi. Il faut dire qu'avec plus de 1500 mètres de dénivelé au total, 19 tunnels et 2 grands viaducs, c'est une ligne assez exceptionnelle. En parlant de viaduc, celui-ci, appelé Pont Gisclar, du nom de son concepteur, est le dernier viaduc ferroviaire suspendu encore en service en France. Le pont séjourné, un peu plus loin, est tout aussi remarquable. Et les 30 km/h de moyenne donnent le temps d'apprécier les panoramas offerts par ces ouvrages, surtout depuis les places en plein air. Le wagon découvert d'ailleurs, parlons-en. Ce type de voiture n'était pas présent à l'ouverture de la ligne en 1910. Elles ont été achetées par la suite au vu de l'attrait touristique du train. Cette particularité, unique en France, a été permise par le mode d'alimentation des trains en électricité, par 3e rail, comme dans le métro. Et oui, pas de caténaire au-dessus des trains, ce qui aurait rendu dangereux une telle voiture sans toiture. Mais pourquoi avoir électrifié cette ligne perdue dans les Pyrénées? Et pourquoi avec un 3e rail?
Pour répondre à ces questions, il faut revenir à l'époque de la construction de la ligne, dans les années 1900. On est alors en plein âge d'or de la locomotive à vapeur. C'est elle qui permet l'essor du ferroviaire en Europe à la fin du 19e siècle grâce à sa rapidité pour le transport de marchandises. Mais paradoxalement, les locomotives à vapeur ne sont pas si puissantes que ça. En tout cas, pas assez pour franchir les rampes importantes de la ligne de Cerdagne. La seule solution, c'est l'électricité. La nouvelle énergie était déjà utilisée sur quelques lignes autour de Paris, ainsi que dans le métro de la capitale. Les avantages sont nombreux. Les trains sont plus puissants et moins bruyants, pas de charbon à transporter ni de fumée. En contrepartie, on doit amener l'électricité jusqu'au train. Et pour ça, on utilise un troisième rail électrifié qui longe les voies et qui permet donc à la locomotive de récupérer le courant. Tout simple. La caténaire qu'on connaît aujourd'hui était encore en phase de test en France à ce moment-là. Mais en 1900, on n'a pas encore de vrai réseau électrique, donc encore moins en montagne. Pour alimenter le train jaune, il a donc fallu carrément créer un réseau de toutes pièces pour lui. Comme source d'énergie, on n'a pas dû chercher bien loin. La ligne longe un petit fleuve, la Tête, donc quoi de plus simple que d'utiliser la force de son courant. Bon, ça a quand même nécessité la construction d'un barrage et de 7 centrales hydroélectriques, mais ça marche encore aujourd'hui. Ensuite, il faut amener l'électricité jusqu'au train via des câbles, qui sont d'ailleurs toujours visibles. Et enfin, des postes électriques dans certaines gares transforment le 20 000 volts triphasé en 850 volts continu pour alimenter le troisième rail à intervalles réguliers. Mais le temps passe vite et on arrive déjà au point culminant de la ligne, qui est aussi accessoirement la gare la plus haute de France, Bolker-Haine. Comme beaucoup de gares sur le parcours, c'est un arrêt facultatif, sur demande. Les voyageurs qui voudraient y descendre doivent donc informer le contrôleur, sans quoi le train ne s'y arrêterait tout simplement pas. Seules 2 autres lignes en France ont ce type d'arrêt, 2 lignes qui sont également à écartement métrique. Coïncidence ? Peut-être. Et c'est ainsi qu'on entame inéluctablement la descente, qui s'avère être moins fournie en paysages remarquables que la première partie du voyage. Et me voilà arrivé à la Tour de Carol, le terminus occidental de la ligne de Cerdagne. Une gare qui cumule plusieurs particularités. Déjà, elle possède le quai couvert le plus long d'Europe. Bon ok. Plus intéressant, c'est une gare internationale. En temps normal, une ligne de train de banlieue de la région de Barcelone a son terminus à la Tour de Carol. Et qui dit train espagnol, dit écartement ibérique. On en revient à l'écartement des rails. Je vous avais parlé de la largeur réduite de la ligne du train jaune, avec ses 1 mètre, et de l'écartement français standard et européen de 1,43 m. Et ben l'Espagne est encore différente avec un écartement plus large, à 1,67 m. La gare de la Tour de Carol est donc une des 2 seules gares françaises à avoir 3 écartements différents. Et en attendant mon train de nuit pour remonter à Paris, j'ai un peu de temps pour me renseigner sur l'avenir de cette ligne unique en France. Un avenir qui soulève beaucoup d'interrogations. D'abord, au niveau du matériel roulant. Les trains historiques sont déjà centenaires et ils ne seront pas éternels. Il y a bien les 2 nouvelles rames, les Z150, mais elles sont largement insuffisantes pour assurer toutes les circulations. Et puis il faut être honnête, l'image et l'attrait du train jaune reposent énormément sur ces rames pittoresques et leurs wagons découverts. Alors c'est quoi la solution ? Essayer de prolonger encore la vie des vieux trains ? Une nouvelle commande de matériel neuf ? Une reconstruction à l'identique ? Pour l'instant, rien n'est décidé. Mais c'est un enjeu crucial pour l'avenir de la ligne. La question de l'avenir des infrastructures est également centrale pour la ligne de Cerdagne. Parce que comme pour les trains, les rails sont aussi majoritairement centenaires, et les nouvelles rames ont du mal à encaisser les défauts d'une voie aussi âgée. Face à l'ampleur des travaux pour la rénover, la ligne était carrément menacée d'une fermeture partielle en 2015. Heureusement, la nouvelle région Occitanie investissant massivement dans les transports ferroviaires, des travaux de rénovation de la voie sont lancés. Mais même en dehors de ça, des progrès pourraient être faits au niveau de l'exploitation de la ligne, en particulier au niveau des horaires et des correspondances. Par exemple, à la Tour de Carol, l'arrivée du train de nuit se fait une demi-heure après le départ du train jaune du matin, ce qui oblige donc à attendre 6 heures à la Tour pour prendre le 2e train de la journée. Rédhibitoire donc. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Je pourrais parler des liaisons avec l'Espagne dont les horaires sont pas facilement accessibles, ou du peu de liaison entre Font-Romeu et la Tour de Carol. Tout ça contribue finalement à l'isolation du train jaune par rapport au reste du réseau ferré national, comme si elle n'était qu'une ligne de train touristique accessoire. Mais comme j'ai dit précédemment, même si les touristes participent en grande partie à remplir les trains, la ligne de Cerdagne reste une véritable ligne de TER, avec une vocation de desserte locale. Et ça, on peut espérer que la région Occitanie l'ait compris. En tout cas, que ce soit grâce aux travaux de rénovation qui raccourciront les temps de trajet, ou avec les offres de billets à 1 €, on voit que la région investit pour renforcer l'attrait touristique et local du train jaune. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour conclure, le train jaune, ça a été pour moi un véritable coup de cœur, autant pour les paysages pyrénéens que pour ses rames anachroniques. Si vous avez l'occasion de faire un tour dans le coin, même en hiver, foncez. Je pense que vous ne serez pas déçus du voyage.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tente un nouveau format, un peu plus voyage, découverte d'une ligne. Normalement il y en aura d'autres sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi Instagram et Twitter dans la description, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!